Attention, ce balado traite de suicide et d'éléments pouvant choquer certains auditeurs. Nous préférons vous en avertir. Un balado Radio-Canada audio. Je m'appelle Olivier Bernard et vous écoutez la conclusion de Dérive Ayahuasca. Sanango, deuxième partie. So it's going to be a publication or just a podcast? Yeah, it's a podcast, like 8 or 9 episodes. J'ai parlé à Omar Gomez par vidéoconférence pendant environ 1 heure. Il avait demandé à ce que son avocat soit aussi sur l'appel. C'est rien d'étonnant, là. Je me suis fait dire que c'est une pratique courante aux États-Unis où il y habite présentement. Et moi, j'étais accompagné de Joanie Larue, la chef de contenu à Radio-Canada avec qui je travaille sur le balado. Pour minimiser l'anglais dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai traduit mes propres répliques en français. Mais pour ce qui est d'Omar, vous allez entendre ses mots et sa voix. Disons que la discussion n'a pas tourné autour du pot. On est instantanément entré dans le vif du sujet. For the record, I only spoke to Nelson twice. I never met him in person. D'emblée, il m'a dit qu'il n'avait jamais rencontré Nelson en personne. Ça m'a vraiment surpris. Ils se sont seulement parlé par email et 2 fois au téléphone, selon lui. So he wanted to go down there, he wanted to volunteer, he wanted to work. Puis ça, quand il a appliqué, est-ce que c'était pour un emploi? No, there was no job, there was no salary, there was no pay. Selon Omar, Nelson avait appliqué pour travailler comme bénévole et aucun salaire était prévu. Il y avait une possibilité d'emploi éventuellement, mais le chef facilitateur au centre RHC a dit à Omar que Nelson aurait besoin de 6 mois d'entraînement et puis ça convenait pas. Sauf que ça me semble contradictoire avec le fait que Nelson s'était quand même plaint à ses amis de ne pas être payé. Mais bon, je garde cette information-là pour plus tard. Donc, Omar était chez lui, aux États-Unis, quand Nelson a visité le centre en 2017, puis quand il a été recruté en 2019. Je lui ai demandé si les autres employés sur place le tenaient au courant de comment ça se passait pour Nelson, mais il m'a dit pas du tout, que c'est la jungle et que personne ne le tient au courant de ce genre de choses-là. This is the jungle. I'm not kept up to date how anybody's doing. Rapidement dans la conversation, j'ai voulu faire un survol avec lui de l'événement de 2019 pour avoir plus de détails. So there was a 10-day break between groups. They said, hey, we're going to do a ceremony. I said, well, I don't know if it's a good idea. They said, yeah, we got it. Comme on l'a vu précédemment, il y a eu une cérémonie d'ayahuasca au centre RHC le 21 mars, organisée par et pour les employés pendant une pause de 10 jours entre 2 groupes de touristes. Selon Omar, il leur avait dit que c'était une mauvaise idée de faire ça, mais elle a eu lieu quand même. It was a staff ceremony with ayahuasca. Mm-hmm. Puis c'était Léo le chaman? Yeah. C'est Léo, le jeune chaman de 17-18 ans, qui dirigeait la cérémonie. Ensuite, Nelson s'est isolé dans sa hutte, seul, pendant 5 jours, et Omar dit qu'il ignore ce qui s'est passé durant cette période-là. Another thing is that he was in isolation, so he had spent like 4 or 5 days by himself. Quand Omar aurait entendu parler de Nelson par la suite, c'était un appel de Christina qui lui apprenait l'incident. Qui vous a avisé de ce qui s'était passé? So Christina told me about it. She went into the city, right? So they had to carry him out. Il y avait un protocole d'urgence au centre RHC qui stipulait que si un client était blessé, la procédure, c'était de l'amener auprès d'un médecin qu'Omar connaissait, dans une clinique privée à Iquitos. C'est ça que Christina, son bras droit, a fait, et c'est à ce moment-là qu'elle l'a appelé pour l'avertir de ce qui se passait. Cette décision-là, on peut se questionner à savoir si c'était la bonne. Nelson avait des blessures majeures et perdait rapidement son sang, donc c'est clair qu'il aurait dû être amené immédiatement à l'hôpital. Mais en même temps, je peux concevoir que dans un état de panique, les employés ont juste suivi le protocole. Ensuite, Omar est arrivé à Iquitos où il a rencontré Claudine et Jackie. Il se souvient d'avoir mis la prière hawaïenne au-dessus du lit d'hôpital de Nelson. Et puis, fait intéressant, il était surpris que ça ait été confondu avec une note de suicide par les médias locaux et québécois. Étiez-vous au courant de ça, de comment la note avait été interprétée? No.
No, I didn't know that somebody said that it came from Nelson. Je dois dire que la version des faits qu'Omar m'a donnée était cohérente avec l'ensemble des éléments que j'avais accumulés jusqu'ici. Il n'y avait pas de grandes surprises. Mais il y avait quand même certains détails qui restaient nébuleux. Par exemple, à propos des plaies au poignet de Nelson. I'm not really sure about the wounds. I don't remember, but I do remember the staff saying that they had to tie him down. They had to tie him. Donc, selon vous, c'est les cordes qui ont fait les blessures au poignet, c'est ça? Yeah, they had to hold him down. Selon lui, Nelson avait dû être attaché avec des cordes durant son transport vers la clinique, parce qu'il se débattait trop. Et les plaies au poignet, c'était des abrasions causées par les contentions. Parce que quand on regarde ça, l'impression avec laquelle on reste, c'est qu'il s'est taillé les poignets avec un couteau. Mais là, vous me dites que c'est pas ça. Not to my knowledge. Mais il y a deux problèmes avec ça, que j'ai réalisés seulement après lui avoir parlé. Un, Omar disait dans sa déclaration officielle que Nelson s'était lui-même coupé les poignets. Et deux, dans le rapport d'hôpital, il est écrit que Nelson a eu des points de suture pour ces plaies-là, donc ça ne devait pas être des simples égratignures. Je lui ai écrit par email par la suite pour avoir des précisions, mais j'ai pas pu obtenir de réponse. Un autre élément qui me tracassait, c'est la version des faits que Christina, la directrice du centre, avait donnée à Claudine, comme quoi Nelson avait été trouvé nu dans la jungle avant de se rendre dans la cuisine. No, I don't know about him being naked in the jungle. Vous avez jamais entendu cette version-là? No. Omar dit avoir jamais rien entendu du genre. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Je sais pas. Ces deux incongruités-là sont pas, à mon avis, un signe qu'il se passe nécessairement quelque chose de louche ou de caché. Ça pourrait être des failles de mémoire ou des malentendus à cause du bouche à oreille entre les employés. Mais ça et tout le reste, c'est des éléments qui auraient vraiment dû être investigués dans le cadre d'une enquête policière. D'ailleurs, Omar disait dans sa déclaration sur Facebook qu'il y avait eu une enquête policière complète qui avait déterminé que les blessures étaient auto-infligées et que personne n'était à blâmer. Il disait aussi que des analyses avaient conclu que Nelson n'avait aucune substance hallucinogène dans son sang. Donc, moi, depuis des mois, je cherche ce que je croyais être un rapport toxicologique approfondi. De mon point de vue, c'était un morceau super important de l'histoire parce que, à ma connaissance, ce serait le seul élément factuel qui permettrait de dissocier le décès de Nelson de l'ayahuasca. C'est aussi pour ça que, dans le dernier épisode, je me questionnais à savoir ce qui avait été testé exactement. Est-ce qu'ils ont mesuré le DMT de l'ayahuasca ou autre chose? Et puis, comme on a vu, il y a aussi des plantes chamaniques comme le Chiricsanango dont on ne connaît même pas les molécules actives. Mais finalement, ce qu'Omar m'a dit à ce sujet-là m'a obligé à revoir mes attentes. Est-ce que vous avez vu le rapport des analyses toxicologiques? The doctor told us. Everything looks clear. He looks like he wasn't on anything. He looks fine. Le médecin aux soins intensifs aurait dit verbalement à Omar que Nelson semblait pas sous l'influence de substances hallucinogènes. Sur le rapport d'hôpital, il n'y a aucune mention d'analyse du genre. En fait, ça dit même qu'à son admission, la prise d'ayahuasca était suspectée. Donc, est-ce qu'il y a eu des analyses formelles ou est-ce que c'était plus une impression médicale subjective? J'ai aucun moyen de savoir à ce stade-ci. J'ai aussi posé des questions à Omar à propos de l'enquête policière complète. Parce que, comme je le mentionnais dans l'épisode précédent, mon impression, c'est qu'il n'y en a pas vraiment eu une. Donc, je lui ai demandé s'il possédait des documents en lien avec ça. Avez-vous des copies des documents sur l'enquête policière? They wouldn't give it to me. Non. Puis, savez-vous comment moi, je pourrais obtenir ça? If you're an attorney, a specialized attorney, a criminal attorney. Selon lui, pour obtenir des documents du genre, il faut être un avocat criminaliste spécialisé au Pérou. Et ça, c'était pas la première fois que je l'entendais.
Si la famille juge que les circonstances, par exemple, sont suspectes, on conseille à la famille de faire affaire avec un avocat local pour pousser plus loin leur recherche. Vous venez d'entendre Karine Asselin, directrice générale au Bureau des politiques consulaires d'Affaires mondiales Canada, le ministère fédéral responsable de tout ce qui concerne les voyages à l'étranger. Quelques épisodes plus tôt, la famille de Nelson m'a confié qu'ils s'étaient sentis complètement délaissés par le gouvernement du Canada quand elles avaient voulu obtenir de l'aide au Pérou et aussi après leur retour. Ça doit être terrible de se sentir abandonné comme ça. Les agents consulaires peuvent communiquer avec les autorités locales pour obtenir des informations sur les circonstances entourant le décès, sur les progrès de l'enquête policière. Et ils ne peuvent pas, vous comprendrez, intervenir dans une enquête puisque ça relève d'une juridiction locale, donc la responsabilité des autorités locales, policières ou judiciaires. On se dit, franchement, le Canada ne va pas laisser un touriste mourir à l'étranger sans enquêter là-dessus, mais le Canada ne fait pas ça en tant que tel. Là. Effectivement, on est là pour accompagner nos citoyens canadiens ou leurs familles dans des cas comme ça, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se substituer aux autorités locales qui ont la responsabilité de faire enquête, qui ont la responsabilité de s'assurer si c'est une cause qui doit être portée dans les tribunaux, etc. Donc, pour être plus peut-être clair, c'est pas qu'on s'en lave les mains, on restera saisi du dossier, on continuera à essayer si le dossier continue d'être actif, on sera présent, mais c'est vrai que notre travail consulaire a ses limites, effectivement. Ce que j'ai compris, c'est que le gouvernement du Canada ne peut pas se mêler des enquêtes policières à l'étranger, en règle générale. Les relations internationales, c'est un casse-tête diplomatique et légal. Et ce que je comprends entre les lignes aussi, c'est que c'est plus compliqué avec certains pays que d'autres. Parfois, on est bien sûr sujet aux lois, aux règlements en vigueur dans les pays et on dépend de la qualité de service et du niveau de coopération que les autorités locales peuvent nous fournir. Ce que je comprends, c'est que les services qui vont être offerts par l'ambassade, ça peut être très variable d'un pays à l'autre. Là. Oui, c'est juste. On est limité là, par les lois locales, les services que les autorités locales voudront bien donner, les informations qui seront possibles d'être transmises, etc. Un autre point qui avait consterné Claudine et Jackie, c'est que l'ambassade du Canada au Pérou ne pouvait pas leur offrir d'aide au niveau médical, alors qu'elles essayaient d'obtenir des médicaments et des fournitures pour soigner Nelson à l'hôpital d'Iquitos. À ce niveau-là, le gouvernement a un peu plus de marge de manœuvre. Par exemple, selon les chiffres qu'ils m'ont donnés, ils s'impliquent en moyenne dans 11 dossiers d'aide médicale au Pérou chaque année. Ils ne peuvent pas s'interposer dans les soins médicaux ou donner des conseils personnalisés, par contre, mais ils m'ont dit qu'ils peuvent parfois aider les familles à trouver des soins. Sauf que, encore là, un peu entre les lignes, j'ai compris que l'aide à laquelle on peut s'attendre dans une zone facilement accessible ou touristique peut être très différente de celle reçue dans une région isolée comme la jungle amazonienne. Si on se trouve dans des endroits éloignés où les soins médicaux sont limités, parfois ça peut même être, les communications peuvent être plus difficiles à entreprendre. Nous, ce qu'on suggère aux Canadiens, c'est d'être bien renseignés, de savoir un peu quels sont leurs plans d'urgence. On ne peut pas s'attendre à ce qu'on soit aussi capable de donner le même service si on est au fin fond d'une zone éloignée. Je comprends la position du gouvernement, qui n'est pas toujours évidente, mais il y a quand même des choses qui me dérangent là-dedans. Je vous donne un exemple. Claudine et Jackie m'ont confié que quand elles ont tenté de rapatrier Nelson au Québec par avion-ambulance, elles avaient besoin de son numéro d'assurance maladie, qu'elles ne possédaient pas. Et autant l'ambassade que les services consulaires ont refusé de leur fournir cette information-là en leur disant que c'était confidentiel. J'ai demandé l'avis d'Affaires mondiales Canada là-dessus, mais ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas commenter sur des cas précis. Bref, une chose est claire pour moi. Que ce soit à cause des défis logistiques ou diplomatiques, ou encore à cause d'enjeux bureaucratiques, on ne peut pas, comme voyageur, présumer que de l'aide va être disponible quand on se trouve à l'étranger.
if you really want to do something for people, see how this could have been prevented. Omar Gomez m'a dit que tout ce dont on avait discuté jusqu'à maintenant, c'était une perte de temps et que si je voulais faire quelque chose d'utile, c'était de trouver des solutions sur comment prévenir ce qui est arrivé à Nelson. Et puis, ça tombe bien parce que c'est une des principales raisons qui m'ont motivé à faire le balado. Donc, j'ai commencé par questionner Omar sur les conditions de travail au centre RHC, qui m'avaient été décrites comme très difficiles. Parce que ça aussi, ça pourrait être en cause dans le décès de Nelson, si l'épuisement l'avait fragilisé. Et il a admis la plupart de ces allégations-là. It is a hard work environment. It's not physical. It's not the lack of sleep either. It's the fact that you're dealing with people's emotions all day and all night. So you don't stop. You don't stop. Ça n'arrête jamais. Exactement comme Louisa, une ex-facilitatrice au centre, me l'avait confié. Est-ce que c'était pire au RHC qu'à d'autres centres? C'est possible. Mais par contre, Omar ne voyait pas de lien entre les conditions de travail et la mort de Nelson. Selon lui, c'est pas l'aspect physique du travail des facilitateurs qui est le plus exigeant, ou même le manque de sommeil, mais plutôt l'aspect psychologique, dû au fait qu'ils doivent constamment gérer les émotions intenses des voyageurs. Bref, selon lui, ce qui est arrivé à Nelson, c'est parce qu'il était déjà mentalement instable au moment de son arrivée au centre, en 2019. The bigger question would be, if there would have been a mental evaluation before he went down, what would have happened? Omar m'a dit que ce qu'il avait appris de cette tragédie-là, c'est d'abord qu'il aurait dû rencontrer Nelson en personne avant de le recruter. Il pense qu'il aurait peut-être vu des red flags, autrement dit, des signes que Nelson n'allait pas bien. Il dit aussi qu'il aurait dû faire passer une évaluation psychologique à tous les clients et toutes les personnes qui recrutaient comme facilitateurs. Et que dans le cas de Nelson, un psychiatre aurait forcément vu que quelque chose clochait. Ça me semble une excellente idée de faire ça, mais au risque d'avoir l'air cynique ou pessimiste, désolé, je crois pas que c'est réaliste. Pour reprendre les mots d'Omar lui-même, c'est la jungle. Il n'y a aucun encadrement de ce qui se passe dans les centres chamaniques. Et puis, il y a un afflux constant de voyageurs qui veulent expérimenter et travailler. Même au Canada, dans les groupes qui utilisent l'ayahuasca légalement, il n'y a pas d'évaluation formelle du genre. Et d'ailleurs, même sans évaluation psychologique, Omar savait que Nelson avait eu une réaction super mauvaise à l'ayahuasca en 2017, quand il était allé au centre RHC comme client. Donc, à mon avis, il aurait dû savoir que Nelson n'était pas apte à faire ce travail-là. Moi, j'ai su que Nelson avait eu des réactions vraiment mauvaises à l'ayahuasca dans le passé, incluant en 2017 à votre centre. En fait, on m'a dit qu'il devenait très instable là, quand il prenait de l'ayahuasca. Which happens to 1 out of 4 people. People can't handle it. They scream. People have a hard time to surrender. And then obviously you don't allow them to partake in anything else after. Selon Omar, 1 personne sur 4 a une réaction du genre à l'ayahuasca, parce qu'elle n'est pas capable de s'abandonner à la plante. Bon, je suis assez mal placé pour contredire son expérience, mais selon toutes mes recherches, je pense pas que ce chiffre-là est bon. 1 personne sur 4 qui a une expérience difficile ou qui est trop malade à cause des vomissements ou qui doit être exclue d'une cérémonie, oui, ça a du sens. Mais dans le cas de Nelson, c'était autre chose. Il a carrément perdu tout contact avec la réalité et puis il est devenu un danger pour lui-même et pour les autres. Donc, il aurait dû être écarté comme bénévole potentiel en 2019. Ce que je me demande, là, c'est quand il a appliqué pour être facilitateur en 2019, est-ce que vous en aviez discuté de ça? Du fait qu'il n'était pas supposé de prendre les plantes chamaniques? Staff doesn't drink. You need people that are sober. Je traduis. Les employés ne doivent pas boire d'ayahuasca parce qu'il faut être sobre pour prendre soin des gens durant les cérémonies. Sauf que c'est un secret très mal gardé dans le monde de l'ayahuasca que les gens qui deviennent facilitateurs veulent souvent se faire leurs propres expériences avec les plantes ou poursuivre un cheminement déjà entamé. Les ex-facilitateurs à qui j'ai parlé me l'ont confirmé et puis c'était le cas de Nelson d'ailleurs. So I put all of these protocols in place, but still, you can make it as safe as you want, but I mean, nothing's promised. Nothing's guaranteed. Omar maintient qu'à part les évaluations psychologiques, il a pris toutes les mesures pour que le centre soit sécuritaire.
Il dit aussi que même si les cérémonies chamaniques pourront jamais être 100% sécuritaires et que rien n'est garanti, c'est extrêmement rare que ça se passe mal. Out of maybe 1,500 people, there was one. Sur 1500 personnes qui sont passées à son centre, il dit avoir eu un seul incident grave. Nelson. Est-ce que la mort de Nelson serait une exception, un cas isolé? Ce type d'argument-là, comme quoi l'ayahuasca est souvent accusé à tort d'être dangereux, je l'ai lu et entendu très souvent. Les adeptes vont souvent dire que l'ayahuasca est parfaitement sécuritaire, que ça n'a jamais tué personne et que les histoires où ça a mal fini, c'était pour d'autres raisons. Même Hattie de l'église Santo Daime Val-David m'a dit quelque chose du genre. Comme tel, de façon répertoriée, il n'y a jamais eu de mort résultant d'une consommation d'ayahuasca ou de daime. Tu parles au Québec ou tu parles en général? Dans le monde. Il faudrait que tu boives, je pense qu'il avait fait à une certaine concentration 9 litres et demi pour provoquer un arrêt cardiaque ou respiratoire. À l'inverse, dans les médias, on peut lire exactement le contraire. Par exemple, un journal français présentait l'ayahuasca comme la plante tueuse de l'Amazonie. Donc, j'ai revisité toutes les histoires qui sont sorties dans les médias et ce que je constate, c'est qu'on pourrait classer les décès en lien avec l'ayahuasca dans 3 catégories. La première catégorie, c'est les décès où c'est en fait d'autres substances qui sont en cause. But the use of ayahuasca is not without risks. 32-year-old Jennifer Logan from Saskatchewan died in Peru in 2015. Quand la Canadienne Jennifer Logan est décédée en 2015, son histoire a fait les manchettes partout à travers le monde, avec des titres comme « Une backpacker canadienne meurt après avoir bu du thé dans une cérémonie chamanique au Pérou ». Mais quand on lit le détail de l'histoire, on apprend que c'est en fait un thé de tabac qui aurait causé sa mort. Le tabac, c'est très utilisé dans les centres d'ayahuasca. Dans la forêt amazonienne, il y en existe des variétés appelées mapacho qui peuvent contenir de 3 à 9 fois la quantité de nicotine du tabac conventionnel. Ça peut être fumé ou bu sous forme de tisane ou même soufflé sous forme de poudre dans le nez par le chaman avec un tube de bambou. C'est une forme de purgation pour supposément nettoyer le corps avant de prendre l'ayahuasca et le risque de surdose est important. Dans le cas de Jennifer Logan, l'intoxication au tabac aurait causé une inflammation grave dans ses poumons. Quelque chose de similaire est arrivé à un Néo-Zélandais de 24 ans la même année. Après avoir bu le thé de tabac, il a fait un arrêt cardiaque et il est décédé lui aussi. It's not until the very end of the day at 5 p.m. when Matt goes into cardiac arrest. Dans d'autres incidents, c'est une substance ajoutée au bouillon d'ayahuasca qui est suspectée. J'ai discuté de ça d'ailleurs avec Guillaume Odon, le pharmacien ethnopharmacologue que vous avez entendu dans l'épisode précédent. C'est ce qui se dit aussi du Toé, c'est ce qui se dit des Datura. C'est souvent des adjuvants de l'ayahuasca qui modifient les effets de la recette de base. J'ai lu que les chamans, souvent, vont ajouter justement Toé, Datura, tout ça un peu dans le but d'augmenter l'effet hallucinogène. Ouais, ça c'est l'évolution moderne des pratiques chamaniques. L'explosion en popularité du tourisme chamanique a amené une forme de compétition entre les chamans et les centres, qui veulent en mettre plein la vue aux touristes. Donc, en plus des 2 plantes de base dans l'ayahuasca, on peut y retrouver souvent des petites quantités d'autres plantes psychoactives comme le Brugmansia, aussi appelé Toé, les Datura et aussi le Chiricsanango. La deuxième catégorie, c'est les décès où l'ayahuasca a effectivement joué un rôle. Sauf que, même là, le lien n'est pas toujours aussi clair ou direct qu'on pourrait le croire. Dans une analyse de cas publiée en 2018, des chercheurs ont conclu, et je cite, « Il y a eu quelques cas de réactions graves ou mortelles avec le DMT ou l'ayahuasca. Cependant, le manque d'informations clés comme les antécédents médicaux de la victime, des analyses sanguines, les résultats d'autopsie, la composition de la boisson et la dose ingérée
limite la capacité à faire des associations définitives. Autrement dit, on manque presque toujours d'informations pour tirer des conclusions claires. Ou encore, il y a des facteurs qui compliquent l'interprétation. Par exemple, Fabrice Champion, un acrobate français de 39 ans, est décédé en 2011 à cause d'une interaction médicamenteuse entre l'ayahuasca et des antidépresseurs qu'il prenait. D'autres décès concernent des personnes qui, après avoir pris de l'ayahuasca, se sont frappées la tête au sol par accident ou ont fait des chutes mortelles à travers leurs hallucinations. Et évidemment, il y a tous les cas de psychose dus à l'ayahuasca. That's when I made the decision to stab him once in the stomach. Le cas classique, c'est celui vécu par le Canadien Joshua Stevens, que j'ai mentionné à quelques reprises dans les épisodes précédents. Mais il y en a plusieurs autres et certains ont conduit à des suicides. Par exemple, Jennifer Spencer, une Britannique de 29 ans, s'est enlevée la vie en 2019. Selon sa famille, sa santé mentale s'était détériorée dans les mois qui ont suivi son voyage au Pérou où elle avait bu de l'ayahuasca. Il y a aussi un cas rapporté par plusieurs médias qui ressemble à celui de Nelson. Un touriste argentin se serait poignardé dans le thorax pendant les hallucinations avec l'ayahuasca. Il n'y a malheureusement pas plus de détails. Et finalement, la troisième catégorie, c'est quand les coupables, c'est pas les plantes, mais plutôt les humains. Kyle Joseph Nolan was reported missing after he failed to return home from Peru on August 27th. J'ai évoqué dans le tout premier épisode de la série la mort de Kyle Joseph Nolan, enterré dans les buissons après un malaise dû à l'ayahuasca. Le chaman a fait ça pour protéger son entreprise et a finalement été condamné à 5 ans de prison. Quelque chose de similaire est arrivé à Henry Miller, qui est tombé malade après une cérémonie au Pérou. Mais en route vers l'hôpital, les facilitateurs ont jugé qu'il était mort et ont abandonné son corps sur le bord de la route. Le chaman s'est défendu en disant que quand une personne meurt, c'est tout simplement que son heure était venue. Plusieurs médias rapportent aussi l'histoire de 2 Italiens qui auraient eu des réactions graves à l'ayahuasca et qui auraient été retrouvés découpés en morceaux dans un fleuve en Équateur. Et au-delà des décès, il y a toutes les histoires d'agressions sexuelles qui ont fait surface au cours des dernières années. Certains des abus ont lieu durant une cérémonie, alors qu'une voyageuse était vulnérable durant les hallucinations avec l'ayahuasca, alors que d'autres impliquent de la manipulation mentale et de l'abus de pouvoir. Tout ça parfois par des chamans très connus et réputés. D'ailleurs, les 3 ex-facilitatrices à qui j'ai parlé, dont Louisa, m'ont toutes dit qu'à un moment ou à un autre de leur cheminement, elles ont vécu des abus physiques, psychologiques et sexuels dans des centres chamaniques. J'étais pas consciente d'à quel point ces choses-là arrivent souvent, puis j'avais aussi la croyance que je serais capable de me protéger. Mais il y a un point dans le cheminement où ton rêve est tellement fort que la petite voix intérieure qui te dit de te méfier, tu l'entends plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Bien, d'une part, c'est vrai que dans la plupart des cas, l'ayahuasca n'a pas directement causé la mort de ces personnes-là. Dans ce sens-là, les histoires présentées dans les médias ont souvent manqué de nuances et je pense que c'est important de relativiser. Il y a des milliers ou même des dizaines de milliers de personnes qui vont boire de l'ayahuasca chaque année, alors que les décès médiatisés se comptent par quelques dizaines dans les dernières années. On est loin de quelque chose de hautement mortel. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi relativiser dans l'autre sens, parce que ça serait tout aussi fallacieux de vouloir dissocier l'ayahuasca de ces incidents-là. Prenez le cas de Nelson. Son décès pourrait appartenir à l'une ou l'autre des 3 catégories que je viens de mentionner, ou même aux 3 catégories à la fois. Mais peu importe les causes de son décès, que ce soit une psychose due à l'ayahuasca ou au Chiricsanango, ou que ce soit un suicide causé par une fragilisation psychologique et une forme d'endoctrinement,
ou encore par la manière dont le centre chamanique sélectionnait les facilitateurs, tout ça appartient à l'univers élargi du tourisme chamanique. Autrement dit, selon nos valeurs ou nos préjugés, on peut choisir de mettre le blâme sur l'ayahuasca ou pas, mais le dénominateur commun de tout ça, c'est l'industrie qui entoure l'ayahuasca. Les Occidentaux prennent les gens là-bas beaucoup trop au sérieux. Tu sais, les chamans vont leur dire des choses comme « Ah oui, j'ai guéri plein de gens avec cette diète-là ou cette plante-là », alors qu'il y a seulement une petite fraction de tout ça qui est vrai. Un bon exemple de ça, c'est que Nelson s'attendait à être payé pour son travail. Mais ce que j'ai finalement compris à travers mes recherches, c'est que c'est en fait assez commun de ne pas être rémunéré dans les centres chamaniques ou même de payer pour travailler parce que c'est supposé être une sorte de formation. Je ne sais pas ce qui avait été convenu par Omar, mais peut-être que Nelson ne s'était pas fait dire toute la vérité à propos de ce dans quoi il s'engageait, comme beaucoup de jeunes adultes qui vont là-bas en quête d'un emploi. Le pire, c'est que comparé aux autres centres dans la région, le RHC, c'est un des meilleurs pour les clients, à mon avis. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est resté aussi longtemps. En fait, toute notre énergie était comme aspirée hors de nous pour la diriger vers les clients. Les ex-facilitatrices à qui j'ai parlé ont toutes quitté cette industrie-là aujourd'hui. Elles veulent même plus en entendre parler. Louisa m'a confié que la jungle, c'est un endroit plus sauvage et fou qu'on peut l'imaginer et que c'est risqué d'y aller avec notre mentalité occidentale sans être conscient de ça. Les gens qui vivent dans la jungle, c'est pas des gens normaux comme tu rencontrerais en ville. Là. Ils sont plus comme bruts, crus. T'sais, dans le sens qu'ils sont en contact avec des parties d'eux-mêmes qui sont différentes de toi puis moi. Et là, Louisa m'a dit une des choses les plus épeurantes que j'ai entendues pendant tout le temps où j'ai travaillé sur le balado. Et ça va peut-être vous rappeler quelque chose parce que je vous l'ai déjà fait entendre au début du tout premier épisode de la série. Dans la jungle, c'est juste une autre réalité. Il y a juste la vie puis la mort. La jungle elle-même est dans un cycle infini de vie et de mort. C'est comme si elle se dévorait elle-même de l'intérieur, puis elle va pas hésiter à dévorer tout ce qui y pénètre. Tu peux pas aller là-bas avec ta mentalité occidentale parce que la jungle va juste faire une bouchée de toi. Est-ce que cet événement-là a changé quelque chose pour vous par rapport à comment vous sélectionnez les clients ou les facilitateurs? I don't do it anymore. I don't work with ayahuasca. I don't plan to, ever. Omar Gomez m'a dit qu'il a abandonné cette industrie-là lui aussi, qu'il a loué son centre à d'autres personnes qui l'exploitent à sa place maintenant. Rendu ici, ça faisait presque 50 minutes qu'on discutait et puis je sentais que quelque chose changeait dans la discussion. C'était subtil, mais ses positions, qui étaient d'abord très tranchées et défensives, m'ont semblé devenir un peu plus nuancées. Par exemple, par rapport au fait que l'état mental instable de Nelson était la seule cause de son décès. Obviously, there's a lot of stuff that we don't know about Nelson's past. That maybe those were the key factors of him taking his life. Not some plant medicine or isolation. Maybe it was that. Mais il reste que les gens vont faire ces cérémonies-là parce qu'ils veulent travailler sur quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, c'est pas inhabituel que quelqu'un qui a eu des problèmes personnels dans le passé se retrouve dans un centre chamanique. En résumé, je lui ai dit que Nelson n'était pas différent des autres voyageurs qui visitaient son centre et des autres facilitateurs qui sont, pour la plupart, dans une quête de guérison de traumas psychologiques. Donc, je comprenais pas pourquoi, dans son cas à lui, l'accent était mis là-dessus et pourquoi les plantes chamaniques étaient systématiquement exclues comme cause possible. Moi, ce que je comprends, là, c'est que Nelson, il y avait peut-être des problèmes sur lesquels il voulait travailler, mais ensuite, les plantes ont pu le fragiliser. Puis il a passé du temps seul en isolement. Donc, tu sais, ce que je veux dire, c'est que ce qui est arrivé, ça pourrait être un mélange de tous ces facteurs-là, en fait. Yeah, absolutely. And that's one of the saddest things, the outcomes of all this, is that we just don't know, and we don't know. Et là, soudainement, il était relativement d'accord avec moi. Il m'a dit qu'en effet, on ne sait pas. Donc,
j'ai senti que c'était le bon moment pour parler du Chiricsanango. Nelson avait demandé à Léo de débuter une diète de Chiricsanango. Donc, je me demande à quel point on est certain qu'il n'a pas débuté cette diète-là, finalement. I was told that he didn't. Omar confirme que Nelson avait convenu avec Léo de débuter une diète de Chiricsanango. Mais il m'a dit que, selon ce qu'il en a su, la diète avait finalement pas été amorcée. Donc, vous êtes confiant que ce que les employés vous ont dit, c'est la vérité? Yeah, absolutely. And then as far as like the truth about the incident, yes. But all I can do is believe him, right? I wasn't there. Omar dit qu'il fait confiance aux témoignages de ses employés, mais qu'au final, il n'était pas là. Donc, il peut pas être certain de ce qui s'est passé. Déjà, il était beaucoup moins catégorique que dans sa déclaration officielle de 2019, où il disait que la mort de Nelson avait absolument rien à voir avec les plantes hallucinogènes et les cérémonies chamaniques. Peut-être qu'il disait ça pour protéger son centre. Ça se peut. Mais aussi, peut-être que c'est moi qui m'imagine ça, mais je pense qu'il n'y avait plus le choix de concéder qu'il y avait place à un doute sur ce qui s'était vraiment passé. Parce qu'à ce stade-ci, il n'y avait plus grand-chose qui appuyait la thèse d'un suicide. Donc, je me suis essayé pour la question ultime. Est-ce que ça se pourrait que Nelson ait pris du Chiricsanango le jour de son décès et que sa mort soit due à une psychose? Tu sais, prendre un couteau puis se poignarder soi-même dans le ventre, là, moi, je connais personne qui ferait ça. J'imagine que c'est possible, mais n'importe qui regarde cette histoire-là se dit « Nelson, il avait clairement pris quelque chose, puis il était en état de psychose. » I mean, there's always that possibility. There's always that possibility that he did do Chirik, and we don't know about it. Je traduis sa réponse. Oui, il y aura toujours cette possibilité que Nelson ait pris du Chiricsanango et qu'on ne puisse pas en être certain. Après l'appel avec Omar, j'ai tenté de contacter Christina, l'ex-directrice du centre. Elle a lu mon message, mais elle m'a pas répondu. J'ai écrit à Léo aussi, il n'a jamais lu mon message. Omar dit qu'il n'y a plus de contact avec l'un ou l'autre et qu'il ne sait pas où ils sont en ce moment. J'ai recontacté la famille de Nelson pour leur partager tout ce que j'avais appris. Ça les stressait beaucoup, avec raison, mais ça s'est super bien passé. J'ai décidé de ne pas inclure d'audio de cette conversation-là. Vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile pour eux d'encaisser tout ça, donc je pense qu'ils méritent de pouvoir y réfléchir en privé et de décider s'ils vont pousser les recherches plus loin. Et après cette conversation-là, j'ai ressenti une émotion bizarre, mais pas surprenante parce que je la voyais venir depuis un bout de temps. J'ai senti qu'après plus d'1 an à travailler sur ce projet-là, j'étais finalement arrivé au bout de ma démarche. J'avais complété toutes les boucles et fermé tous les cercles que je pouvais. Alors là, la question que plusieurs d'entre vous allez vous poser, c'est qui est responsable de la mort de Nelson? Moi aussi, je me pose cette question-là depuis des mois. Est-ce que les responsables, c'est les plantes hallucinogènes ou le centre chamanique? Ou encore Nelson lui-même parce qu'il n'a pas su reconnaître ses limites? Ou peut-être que le coupable est ailleurs, mais que mes recherches m'ont pas permis de le découvrir? J'aimerais ça avoir une réponse claire, un coupable bien précis, mais comme vous avez pu le constater, c'est pas vraiment à ça que ma démarche m'a amené. J'en suis venu à la conclusion que le responsable de la mort de Nelson, pour moi du moins, c'est un système. Je vous explique ce que je veux dire par là. Premièrement, le coupable, c'est le manque d'informations rigoureuses et nuancées sur l'ayahuasca et sur les psychédéliques. Et aussi la quantité massive de désinformation sur le sujet.
En fait, après 1 an à travailler là-dessus, j'ai vu tellement peu d'informations crédibles que je me sentirais même pas à l'aise de dire aux gens de bien faire leurs recherches avant de partir dans un voyage du genre. Parce que bien faire ses recherches, je sais même pas comment on peut faire ça. Alors évidemment, il y a des bonnes intentions derrière le romantisme qui entoure les hallucinogènes, mais ça me semble important de ne pas avoir une approche ingénue, parce que parfois, il y a un peu l'idée, les psychédéliques rendraient automatiquement moral ou feraient de vous un bon militant écologiste, par exemple, hein, et ça, c'est une idée qui circule en ce moment. Le coupable, c'est aussi le tourisme de l'ayahuasca qui a transformé des traditions autochtones en une énorme industrie. Et on peut tout à fait imaginer et même comprendre que pour les populations locales d'Amazonie qui vivent dans la pauvreté extrême, le bien-être et la sûreté des voyageurs n'est pas ce qui arrive en haut de leur liste de priorités. Des fois, même si des gens ont des bonnes expériences dans un centre d'ayahuasca, je pense qu'on doit aussi avoir une réflexion sur le plan moral puis se dire « OK, peut-être que oui, j'aurais une bonne expérience là-bas comme voyageur, mais par contre, je me sens pas à l'aise de contribuer à ça. » Je tiens aussi pour responsable nos systèmes de santé occidentaux, où poursuivre une vraie psychothérapie avec des professionnels est souvent peu valorisé et peu accessible. Si des gens croient que les hallucinogènes vont leur épargner des années de psychothérapie, c'est peut-être parce que l'alternative est juste pas à leur portée. C'est effectivement très triste parce qu'on a fait tout un travail énorme au plan scientifique pour développer des thérapies beaucoup plus efficaces qu'il y a 20 ans. En même temps, il y a beaucoup de gens qui disent « Je suis pas capable de me trouver un intervenant qui me convienne, qui correspond à mes besoins. Je suis obligée de me tourner vers des psychothérapies alternatives qui semblent miraculeuses. » C'est pas juste parce qu'on est crédule, hein, c'est parce que c'est trop souffrant. Et finalement, c'est délicat de dire ça, mais les voyageurs ont leur part de responsabilité aussi. Ils ont la responsabilité de mesurer le danger auquel ils s'exposent, surtout quand ils se rendent dans des régions isolées, sauvages, ou dans des pays où la réalité est totalement différente de chez eux. C'est pour ça qu'on dit aux Canadiens de bien préparer leur voyage, de bien se renseigner, puis de prendre responsabilité par rapport aux actes, aux décisions qu'ils prennent s'ils choisissent d'entreprendre des activités qui sont plus à risque. C'est une responsabilité partagée. Bref, si tout ce qui entoure le tourisme chamanique était moins idéalisé et romancé, si les incidents étaient davantage mis en contexte et si la représentation de l'ayahuasca dans l'espace public était plus complète et surtout plus nuancée, peut-être que certains des incidents et des décès pourraient être prévenus. D'ailleurs, vous vous rappelez de Vanessa? C'est une psychonaute qui avait fait plusieurs cérémonies chamaniques. Elle m'a recontacté récemment parce qu'après avoir débuté une thérapie avec un psychologue, elle a commencé à voir ses expériences avec l'ayahuasca d'une manière différente, plus mitigée. Et elle avait peur que son témoignage dans le balado donne envie aux gens d'aller en faire. Il y a tellement d'exagération en ce moment que ça, c'est un problème en soi. Je suis très consciente de tous les problèmes qui sont possibles puis qui ont eu lieu aussi. Là. Puis même moi, je sais pas à quel point, à ce point-ci, je serais à l'aise de retourner au Pérou puis de chercher à en faire. Je sais pas à ce point-ci c'est quoi la bonne manière de faire de l'ayahuasca. Je le sais pas. Je le respectais tellement dans ses décisions que je préférais ne pas trop m'en mêler, mais si d'avoir su, là, j'aurais peut-être essayé de conseiller autrement. Autrement dit, tu t'en veux? Tu penses que tu aurais dû lui dire de faire attention à ça? Ou... Oui, parce que j'étais tout simplement en train de l'écouter sans jugement, puis en essayant de respecter ses choix. Ce que Margarita, une amie très proche de la famille Deschaines, m'exprime ici, c'est un sentiment qu'on voit souvent chez les proches. Les amis et la famille de Nelson sentaient qu'ils s'en allaient de plus en plus profondément dans un cheminement qu'ils ne comprenaient pas vraiment ou même qui les inquiétait. Mais ils ne savaient pas trop quoi faire. Je m'en veux, oui, parce que c'est sûr qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui aurait pu se produire, mais je ne pense pas que quelque chose que j'aurais pu les dire aurait changé ses choix. Là. Pour ma part,
tout ce que j'ai appris sur les démarches comme celle de Nelson m'indique que Margarita a raison. Il n'y a probablement pas grand-chose qu'elle aurait pu faire pour changer les choix de son ami. Mais elle a été là pour lui, prête à l'écouter. Et puis ça, c'est déjà énorme. Cette ouverture-là, je l'ai sentie chez tous les proches de Nelson aussi. Il y a quelque chose d'autre que j'aimerais vous partager. Je l'avais déjà entre les mains parmi tous les documents que j'avais accumulés, mais ça n'avait pas attiré mon attention avant. C'est un texte que Nelson a écrit sur lui-même quand il a appliqué pour être facilitateur au Centre RHC. Une biographie qu'il devait rédiger à la 3e personne à propos de sa vie et de son cheminement. Je vous en fais la lecture. Depuis qu'il est très jeune, Nelson s'est toujours senti différent des autres, ce qui lui a suscité des sentiments intenses d'exclusion et de solitude. Il a appris très tôt la nécessité de cacher qui il était pour ne pas être rejeté. Il s'est senti piégé dans une prison invisible pendant de nombreuses années. Comme s'il traversait un labyrinthe, il parcourt le monde depuis 10 ans en expérimentant et en cherchant les pièces manquantes de sa vie, écoutant sa voix intérieure, sachant qu'elle le guidera vers le droit chemin. C'est là que les plantes sont finalement apparues dans sa vie pour nettoyer toutes les toiles d'araignée qu'il avait à l'intérieur et pour retrouver les morceaux laissés derrière lui. À travers la série, on a évoqué beaucoup de choses qui tourmentaient Nelson et qui ont motivé sa démarche avec l'ayahuasca. On le sent bien dans ce texte-là. Et puis, c'est probablement pour ça que son décès a été aussi rapidement associé à un suicide par homard et par les médias. C'était l'explication facile. Mais pourtant, comme on l'a clairement vu à travers la série, la plupart des voyageurs et des facilitateurs qui vont dans les centres d'ayahuasca le font justement pour guérir des traumas graves, des dépressions, des deuils. Ils arrivent au Pérou avec une immense souffrance dans un état de grande détresse. Donc, pourquoi dans le cas de Nelson, notre interprétation des événements serait différente? Tu sais, c'était pas un fou qui est parti faire ça. Ça, c'était quand même une démarche. Pour moi, c'était une démarche qui faisait de bien-être. C'est pas je suis dans l'Amazonie, je m'en vais faire l'ayahuasca sans avoir réfléchi, sans avoir pensé, sans avoir fait de recherche. Tu sais. C'est pas un con. D'ailleurs, tout de suite après, dans la 2e partie de son texte, Nelson ajoute qu'il est excité par sa nouvelle vie, qui lui permet de développer une relation plus profonde avec les autres. Il dit qu'il se rapproche de son but de devenir un guerrier paisible et qu'il pourrait pas être plus heureux de pouvoir aider les gens. La plus belle chose là-dedans, en fait, là, c'est que Nel, il me disait qu'il était heureux. Puis il était bien, puis il aimait qu'est-ce qu'il faisait, puis tu sais, qu'il était là pour donner une dernière chance aux gens, puis ça me réconforte, ça me fait du bien. Bref, je pense que c'est facile de lire un texte comme ça ou d'entendre une histoire comme ça et de la rationaliser à travers le prisme de nos préjugés. Alors qu'au final, le cheminement de Nelson était comme celui de beaucoup de gens, parsemé de moments plus lumineux et plus sombres. C'est le genre de personne qui touchait beaucoup la vie des gens, puis s'il a pu changer le parcours, la vision de la vie de certaines personnes, je pense qu'il aura fait ce qu'il avait à faire, il aura laissé sa trace. Et peu importe ce qui s'est vraiment passé au Pérou, ça devrait pas non plus être ça qui définit qui il était comme personne. La raison, c'est qu'il soit mort d'un accident d'auto ou qu'il soit mort de l'ayahuasca, ça le ramène pas, puis ça changera pas l'histoire, ça changera pas l'homme qu'il était, ça changera pas son histoire. Tu sais, il a vécu une vie complète en dedans de 32 ans que la majorité des gens n'auront pas vécu, tu sais. Dans un épisode précédent, je vous ai confié que j'avais eu mon propre moment de remise en question à propos des psychédéliques, où je me suis demandé si j'étais en train de passer à côté de quelque chose. Mais si je veux être honnête, je dois vous avouer que ces questionnements-là sont finalement disparus assez vite. Avec mes antécédents familiaux de santé mentale, je suis pas un candidat pour ça de toute façon. L'histoire de Nelson n'a pas aidé non plus, mais plus largement, je pense que c'est juste pas pour moi. Mais par contre, je sens que j'ai incroyablement cheminé et évolué dans ma quête personnelle de me confronter dans mes craintes et dans mes préjugés par rapport aux drogues. J'ai parlé à plein de gens qui pensaient pas comme moi, et puis j'étais pas toujours d'accord avec eux, mais ils m'ont fait voir les choses sous d'autres perspectives.
Je veux pas qu'on déshumanise les gens qui sont là-dedans parce que c'est bien plus complexe que ça en a l'air. C'est pas blanc ou noir du tout dans cet univers-là. Ouais, on a peur des choses qu'on comprend pas, puis je pense que la drogue reflète vraiment beaucoup cette facette de l'humain. J'ai une toute dernière citation des Paradis artificiels de Baudelaire que j'aimerais partager avec vous, parce que j'en ai finalement terminé la lecture. Ce livre-là a peut-être été écrit dans les années 1800, mais les réflexions qu'il contient sont encore incroyablement actuelles. Et pour moi, la citation qui suit vient unifier tout ce que j'ai appris dans la dernière année. Rêver magnifiquement n'est pas un don accordé à tous, et même chez ceux qui le possèdent, il risque fort d'être de plus en plus diminué par la dissipation moderne toujours croissante et par la turbulence du progrès matériel. Ainsi, l'humain croit pouvoir retirer des drogues de grands bénéfices spirituels, en faire une espèce de machine à penser, un instrument fécond. Mais les drogues ne révèlent rien à l'individu que l'individu lui-même. Vous venez d'écouter la conclusion de la 2e saison de Dérive, intitulée Ayahuasca. Merci d'avoir été à l'écoute. On a beaucoup parlé de dépression, de détresse psychologique et de suicide dans cette saison-ci, et c'est tellement important d'aller chercher de l'aide pour soi ou pour ceux qu'on aime à ce niveau-là. Par exemple, au Québec, il existe plusieurs ressources gratuites, dont la ligne québécoise de prévention du suicide, que vous pouvez rejoindre au 1-866-APPEL. Aussi, malgré l'accès qui n'est pas toujours facile, je ne pourrais pas vous encourager plus fortement à consulter un ou une psychologue pour tout ce qui entoure la santé mentale. Je l'ai fait moi-même à plusieurs reprises. Si vous ou quelqu'un parmi vos proches souffre de troubles liés à la consommation d'une drogue ou autre substance, il y a plusieurs organismes qui peuvent vous venir en aide. Au Québec, vous pouvez appeler le 811 ou Tel Jeune, par exemple. Et je vous encourage aussi à visiter les ressources offertes par le GRIP sur la réduction des méfaits sur le site web grip-prévention.ca. Et pour obtenir de l'information sur les précautions et les risques associés à certains voyages à l'étranger, vous pouvez visiter le site d'Affaires mondiales Canada au voyage.gc.ca. J'ai aussi une demande spéciale à vous faire. Certains d'entre vous pourraient être tentés de faire leur propre recherche sur le web à propos de l'histoire que je viens de vous raconter, ce qui est tout à fait légitime et que je comprends parfaitement. Mais je vous demanderais par contre de toujours garder en tête les proches, les amis et la famille. Ils ont déjà entendu leur lot de théories et de spéculations, donc merci de les respecter. Dérive est une production Radio-Canada Audio. Réalisation, montage, recherche et écriture par moi, Olivier Bernard. Mixage sonore par Sébastien Eppel. La voix de Louisa a été interprétée par Marianne Verville. Merci aux scientifiques, spécialistes, experts et expertes avec qui j'ai discuté à travers la saison et sans qui j'aurais jamais pu me retrouver à travers tous les sujets tellement complexes qu'on a abordés. Merci aux psychonautes et aux adeptes d'ayahuasca qui m'ont partagé leurs expériences. J'ai pas été capable d'inclure certains d'entre vous dans les montages et puis je m'en excuse, j'avais accumulé tellement de matériel, mais sachez que dans tous les cas, nos échanges ont été précieux pour ma quête. Merci à ma blonde India d'être la première à lire mes scénarios et à écouter mes montages, et à les critiquer avec raison, et aussi de m'avoir forcé à lire Les Paradis artificiels. Merci à toute l'équipe chez Radio-Canada avec qui j'ai eu la chance de travailler à nouveau sur Dérive. Je me trouve chanceux qu'on puisse avoir une collaboration aussi productive et agréable. Et surtout, je veux remercier du plus profond du cœur les proches de Nelson qui m'ont accordé leur temps et leur confiance. J'espère avoir réussi à livrer vos témoignages à la hauteur de votre authenticité et de votre générosité. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.